avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait lentement sur les vitres de la petite maison en briques rouges, nichée au bout d'une rue tranquille de Grand Rapids, dans le Michigan. À l'intérieur, tout semblait figé dans le temps. L'horloge murale battait faiblement, le vieux fauteuil de cuir portait encore la forme d'un corps qui ne s'y assiérait plus jamais, et l'air avait ce parfum amer de poussière et de souvenirs. Margaret Lewis, 58 ans, regardait distraitement la télévision, sans vraiment voir ce qui défilait à l'écran. Autour d'elle, le désordre avait pris racine, des magazines empilés, des tasses à moitié vides, un plaid roulé sur le sol. Elle n'avait pas vu la force de ranger depuis longtemps. Pas depuis que David, son mari, était parti 3 ans déjà. Il était mort d'un infarctus soudain, un matin de février, alors qu'il préparait le café. Un bruit sourd, un cri, puis le silence. Depuis, le silence ne l'avait plus quitté. Margaret, jadis si vive, si pleine d'énergie, avait sombré sans s'en rendre compte dans une torpeur lente et sans retour. Les jours s'étaient transformés en semaines, les semaines en mois. Elle se levait tard, mangeait sans appétit, et se recouchait aussitôt. Sa maison, jadis remplie de vie, n'était plus qu'un mausolée de souvenirs. Ses amis avaient cessé d'appeler. Les voisins, inquiets un temps, avaient fini par détourner le regard. Et même Ethan, son fils unique, venait de moins en moins. Ce soir-là, pourtant, il avait franchi la porte. Il venait lui rendre visite, comme chaque dimanche, disait-il, mais cette fois, il était visiblement à bout. « Maman, on ne peut pas continuer comme ça, » lança-t-il dès qu'il entra, son regard balayant la pièce. Margaret leva à peine la tête du canapé. « Comme quoi, Ethan ? Regarde-toi. Regarde cette maison. Tu passes tes journées à dormir et à grignoter. Tu ne fais plus rien. » Elle détourna le regard, fixant le téléviseur comme pour s'y réfugier. Mais Ethan continua, plus fort, plus dur. « Tu ne fais que manger et dormir, maman. Papa ne t'aurait jamais reconnu comme ça. » Les mots résonnèrent dans le salon comme un coup de tonnerre. Margaret sentit une douleur aiguë lui traverser la poitrine, mais elle resta silencieuse. Ses mains tremblaient légèrement. Ethan, réalisant la cruauté de ce qu'il venait de dire, soupira et passa une main dans ses cheveux. « Je ne veux pas être méchant. Mais je t'en supplie, réveille-toi. Tu n'es plus la femme que j'ai connue. » Il quitta la maison, laissant derrière lui une mère figée, le regard perdu dans le vide. La porte claqua, et le silence retomba comme une couverture froide. Cette nuit-là, Margaret ne dormit pas. Elle resta assise sur le bord de son lit, fixant le mur, écoutant le tic-tac monotone de l'horloge. Les mots de son fils tournaient dans sa tête sans répit. « Tu ne fais que manger et dormir ?» Pour la première fois depuis la mort de David, elle sentit une colère sourde monter en elle. Pas contre Ethan, mais contre elle-même. Contre cette version d'elle qui s'était laissée mourir à petit feu, sous prétexte que la vie avait été injuste. Au petit matin, alors que le soleil se levait sur les toits mouillés, Margaret se leva lentement. Elle marcha jusqu'au miroir du couloir. Ce qu'elle y vit lui serra le cœur, un visage fatigué, gonflé, presque étranger. Ses yeux, autrefois vifs, semblaient éteints. Elle posa une main sur le verre froid et murmura. Il avait raison. Ce fut la première fois depuis des années qu'elle prononça ces mots. Et sans le savoir encore, ce fut le début de sa renaissance. Les jours qui suivirent furent gris, identiques, interminables. Margaret errait dans sa maison comme une ombre, traînant ses chaussons sur le parquet usé. Elle avait toujours ce goût amer au fond de la bouche, celui du regret mêlé à la honte. Les mots de son fils, « Tu ne fais que manger et dormir », tournaient dans sa tête comme une ritournelle blessante dont elle ne pouvait se défaire. Elle essayait parfois de se convaincre que tout allait bien. Elle allumait la télévision pour faire taire le silence. Mais même le bruit des voix d'animateurs joyeux semblait se moquer d'elle. Chaque son, chaque lumière, lui rappelait qu'elle vivait mécaniquement, sans but, sans saveur. Le matin, elle restait allongée dans le lit longtemps après le lever du soleil. Elle regardait la poussière danser dans les rayons qui traversaient les rideaux, se disant qu'elle pourrait se lever, mais qu'elle le ferait, dans 5 minutes.
Puis ces 5 minutes devenaient des heures. À midi, elle se forçait à avaler un bol de céréales, parfois du pain sec. L'après-midi, elle s'endormait sur le canapé, son chat Milo roulé contre ses jambes. Elle se réveillait au crépuscule, confuse, perdue, le cœur serré par la sensation d'avoir encore perdu un jour de plus. Mais ce qu'elle ne disait pas, ce qu'elle n'avouait même pas à elle-même, c'était la peur. Une peur immense, muette, paralysante, celle de recommencer à vivre. Parce que vivre, c'était risquer de souffrir encore. Et elle n'en avait plus la force. Un soir, en rangeant machinalement quelques assiettes, Margaret tomba sur une vieille photo coincée entre 2 livres de recettes. Sur l'image, elle riait, couverte de farine, une toque blanche sur la tête, tenant dans ses mains une miche de pain doré. Derrière elle, David levait les bras, triomphant, comme s'il venait de remporter une bataille. Elle se souvint alors, ce jour-là, ils avaient organisé une vente de charité pour les enfants de l'église. David plaisantait en disant « Ma femme fait le meilleur pain du Michigan, et je défie quiconque de dire le contraire. » Tout le monde riait. Tout le monde l'aimait. Margaret sentit ses yeux se remplir de larmes. Ce n'était pas seulement David qu'elle avait perdu, c'était elle-même. Le lendemain, elle ouvrit enfin les rideaux du salon. La lumière du matin l'aveugla. Elle n'avait pas vu le soleil depuis si longtemps que sa peau lui sembla étrangère à la chaleur. Elle marcha jusqu'à la cuisine et remplit une carafe d'eau. En la posant sur la table, elle remarqua quelque chose d'étrange, le silence n'était plus tout à fait le même. Il n'était plus étouffant, mais plein de possibilités. Comme si quelque chose, quelque part, attendait qu'elle fasse un pas. Elle s'assit, prit un vieux carnet dans un tiroir, d'une écriture hésitante, traça 3 mots. Changer quelque chose. Aujourd'hui. Elle ne savait pas encore quoi. Mais au fond d'elle, une graine venait d'être plantée. Ce soir-là, en se couchant, Margaret sentit une forme de paix fragile. Pas la paix du renoncement, mais celle d'une veille avant un départ. Elle posa la photo d'elle et David sur sa table de chevet. Dans l'obscurité, elle murmura. « Tu me regardes encore, n'est-ce pas ?» Puis, pour la première fois depuis des mois, elle ferma les yeux sans larmes. Le lendemain matin, Margaret se réveilla plus tôt que d'habitude. Le ciel était clair, traversé de nuages légers. Une brise fraîche passait par la fenêtre entr'ouverte. Elle resta assise sur le bord du lit, hésitante. Le monde dehors lui faisait peur. Elle n'avait pas mis le nez dehors depuis presque 2 semaines. Mais quelque chose, ce petit murmure intérieur né la veille, ne la laissait pas en paix. Elle se leva lentement, enfila un vieux manteau gris et un foulard tricoté par David, puis sortit sans se retourner. Le vent de novembre fouettait ses joues. Les rues de Grand Rapide étaient calmes à 7 heures du matin. Elle marcha sans but précis, suivant le bruit lointain des oiseaux, les feuilles qui craquaient sous ses pas. À chaque pas, elle sentait son cœur battre un peu plus fort, pas seulement de fatigue, mais d'émotion. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas senti la ville vivre autour d'elle. Les voitures passaient, les enfants riaient sur le chemin de l'école, un chien tirait sur sa laisse. Tout semblait étranger, et pourtant, profondément familier. Elle arriva enfin au parc Riverside, ce grand espace qu'elle et David adoraient autrefois. Ils y pique-niquaient le dimanche, assis sur le même banc, face au lac. Le banc était toujours là. Un peu rouillé, un peu bancal, mais fidèle. Elle s'y assit, essoufflée, le cœur lourd et léger à la fois. L'eau du lac reflétait le ciel, et une odeur de pain chaud provenant d'un food truck flottait dans l'air. C'était comme si la vie, doucement, venait lui chuchoter, « Tu es encore là ». À côté d'elle, une vieille femme tricotait en silence. De longs cheveux argentés dépassaient de son bonnet bleu, et son visage portait les rides tranquilles de quelqu'un qui a beaucoup vécu. « Belle matinée, n'est-ce pas ?» dit la femme sans lever les yeux. « Oui, ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu d'aussi belle, » répondit Margaret avec un sourire timide. Elles restèrent un moment sans parler, bercées par le bruit du vent et le clapotement de l'eau. Puis, la tricoteuse tourna la tête vers elle. « Je vous vois souvent de loin. Vous venez marcher seule ?» Margaret hésita, puis haussa les épaules. « C'est la première fois depuis très longtemps. » Ah, fit la femme avec douceur. « Alors vous êtes en train de revenir à la vie. »
Margaret fronça les sourcils, un peu surprise. Revenir à la vie? Oui. Beaucoup de gens respirent sans vraiment vivre. Moi aussi, j'ai traversé ça. Après la mort de mon mari, je suis restée des mois sans sortir. Puis un jour, j'ai pris mon tricot et je me suis assise ici. Depuis, je viens tous les matins. Ce n'est pas le monde qui nous sauve, ma chère, c'est le premier pas qu'on ose faire vers lui. Margaret sentit ses yeux s'embuer. Ces mots simples, dits d'une voix calme, traversèrent ses défenses comme une flèche. Elle hocha lentement la tête, incapable de répondre. Quand elle rentra chez elle, elle se sentit changée. Pas totalement. Mais quelque chose s'était déplacé. Elle alluma une bougie sur la table et sortit le carnet qu'elle avait commencé la veille. Sous les mots « changer quelque chose ». Aujourd'hui, elle ajouta une nouvelle ligne. Marcher chaque jour, même si c'est juste jusqu'au banc du parc. Puis, plus bas, presque comme une promesse. Ne plus attendre que la vie vienne frapper à ma porte. Le soir, Ethan l'appela. Sa voix était pressée, comme toujours. Salut maman, ça va? Oui, Ethan. Je suis sortie aujourd'hui. Sortie? Où ça? Au parc. J'ai marché, j'ai parlé à quelqu'un. Une dame très gentille. Il y eut un silence de l'autre côté du fil, puis un soupir de soulagement. C'est bien, maman. C'est un bon début. Elle sourit. Il n'avait aucune idée de combien ce petit pas signifiait pour elle. Ce soir-là, Margaret dormit d'un sommeil paisible. Dans son rêve, elle revit David lui sourire depuis le banc du parc, le vent jouant dans ses cheveux. Et pour la première fois depuis des années, elle sentit que la vie, doucement, venait de recommencer. Les jours suivants, Margaret tint sa promesse. Chaque matin, elle enfilait son manteau gris, enroulait son foulard autour du cou, et marchait jusqu'au parc. Au début, ce n'était que 10 minutes, puis 15. Son souffle se faisait plus stable, ses pas plus assurés. Chaque fois qu'elle croisait la vieille tricoteuse, Mrs. Jenkins, avait-elle appris, elles échangeaient quelques mots, parfois juste un sourire. C'était peu, mais c'était la première conversation sincère qu'elle avait eue depuis des mois. Elle commença à remarquer des choses qu'elle ne voyait plus. Le parfum du pain qui s'échappait de la boulangerie au coin de la rue, le chant des oiseaux tôt le matin, les reflets dorés du soleil sur les feuilles tombées. La vie n'avait pas changé. Mais elle, oui. Un matin, en rentrant du parc, Margaret passa devant la boulangerie Baker & Even, où elle n'était pas entrée depuis la mort de David. C'était là qu'il venait acheter des croissants tous les dimanches. L'odeur chaude du pain frais la fit s'arrêter. Sans vraiment réfléchir, elle poussa la porte. « Bonjour, Margaret. » « Cela fait une éternité, » s'exclama John, le boulanger, un homme jovial au tablier couvert de farine. Elle hésita, surprise qu'il se souvienne d'elle. « Oui, j'avais disparu un peu, » dit-elle avec un sourire gêné. « Je me doutais bien. Mais vous aviez le don pour faire de merveilleux gâteaux, non? Je me souviens du concours de 2012, quand votre tarte au citron avait volé la vedette à tout le monde. » Margaret éclata d'un petit rire, un rire qu'elle n'avait pas entendu sortir de sa bouche depuis des années. Elle resta quelques minutes à discuter, puis acheta un pain tout chaud avant de rentrer chez elle. Arrivée à la maison, elle posa le pain sur la table, fixa sa cuisine, et murmura. « Et si je recommençais à cuisiner, juste pour voir ?» Elle ressortit les vieux ustensiles, le tablier bleu de David, et un livre de recettes poussiéreux qu'ils avaient écrit ensemble à deux mains, Nos douceurs du dimanche. Chaque page portait une tache, un rire, un souvenir. Ses doigts tremblaient en caressant les notes de son mari. Ne jamais oublier, cuisiner, c'est aimer autrement. Elle commença timidement, un simple gâteau à la vanille. Le premier essai fut un désastre, trop cuit, trop sec. Mais elle recommença. Puis encore. Et bientôt, la maison se remplit d'un parfum oublié, celui de la vie. Le lendemain, elle fit une tarte aux pommes. Puis des biscuits. Elle riait seule, le visage plein de farine, les mains tremblantes de bonheur. Chaque recette réussie était une victoire contre la torpeur, un pas vers la femme qu'elle avait été. Quand Ethan passa un samedi après-midi,
il s'arrêta net sur le seuil de la cuisine. Sa mère, debout devant le four, un tablier fleuri autour de la taille, chantonnait doucement une vieille chanson. Il la regarda un instant, ému. « Maman ? Qu'est-ce que tu fais ?» Margaret se retourna, un sourire sincère aux lèvres. « Je prépare la vie, mon fils. » Il rit, croyant à une blague, mais son rire mourut en voyant le sérieux et la lumière dans ses yeux. La femme brisée qu'il avait quittée quelques semaines plus tôt semblait s'être éveillée. Ce soir-là, après le départ d'Ethan, Margaret s'assit à sa table, un carnet neuf devant elle. Elle écrivit en haut de la page. Rêve remis à plus tard. Ouvrir ma propre boulangerie. Faire sourire à nouveau quelqu'un grâce à mes gâteaux. Vivre, vraiment. Astérisque astérisque. Elle referma le carnet et fixa la flamme d'une bougie. Elle n'avait pas encore de plan, pas encore de moyens, mais pour la première fois depuis 3 ans, elle avait un but. Et dans le silence apaisant de la nuit, elle entendit presque la voix de David lui souffler. « Tu vois, Maggie ? Tu reviens enfin à la maison. » Elle sourit, les yeux fermés, le cœur battant. Le réveil avait commencé. 3 mois plus tard, le petit quartier tranquille de Grand Rapids connaissait une effervescence inhabituelle. Une vieille boutique, abandonnée depuis des années, venait de rouvrir. Au-dessus de la porte fraîchement repeinte, une enseigne simple, écrite à la main. Margie S. Bakery, le goût du courage. Les passants s'arrêtaient, intrigués par la douce odeur de pain chaud et de cannelle qui s'en échappait. Et derrière le comptoir, un tablier fleuri autour de la taille, se tenait Margaret Lewis, les joues rosies par la chaleur du four et le regard vif comme autrefois. Tout avait commencé modestement. Avec un vieux four d'occasion, un prêt que la banque n'avait d'abord pas voulu lui accorder, et beaucoup d'aide de Mrs. Jenkins, la tricoteuse du parc devenue son amie. Ethan lui avait prêté un peu d'argent, à contre-cœur au départ, convaincu que c'était une lubie passagère. Mais Margaret, cette fois, n'écoutait plus les doutes ni les siens, ni ceux des autres. Les premiers jours furent durs. Peu de clients. Beaucoup d'erreurs. Mais chaque matin, elle se levait à 4 heures, préparait ses pâtes, décorait la vitrine, et souriait à quiconque franchissait la porte. Les habitants finirent par s'attacher à cette femme au sourire lumineux, à ses gâteaux au goût d'enfance, à son courage tranquille. Un samedi matin, alors qu'elle sortait des croissants du four, Ethan entra. Il portait un costume, revenant du bureau, et resta figé sur le seuil. Il y avait du monde, des enfants riant autour d'un chocolat chaud, un vieil homme lisant le journal en savourant une brioche, 2 étudiantes discutant joyeusement. La boulangerie vibrait de vie. Margaret leva les yeux, le vit, et son visage s'illumina. « Ethan. Viens, je vais te faire goûter ma nouvelle recette, la brioche au miel et à la vanille. »« Maman, c'est incroyable, » murmura-t-il, ému. « Tu as fait tout ça toute seule ? » ?»« Pas toute seule. J'ai eu un peu d'aide du ciel, je crois. » Il s'approcha du comptoir, regardant autour de lui. Les murs clairs, les bouquets de fleurs séchées, la musique douce en fond. Tout respirait la paix et la tendresse. Il la vit ensuite servir un client âgé avec un sourire plein de douceur, plaisanter avec des enfants, nettoyer une table sans perdre sa bienveillance. Et soudain, il comprit quelque chose. Sa mère n'avait pas seulement retrouvé goût à la vie, elle la donnait aux autres. Le soir, après la fermeture, Ethan resta avec elle pour l'aider à ranger. Le soleil couchant baignait la boutique d'une lumière dorée. Margaret s'assit un instant sur une chaise, essuyant son front. Ethan la regarda longuement, puis dit d'une voix tremblante. « Je t'ai jugé. J'étais dur, injuste. J'avais peur de te perdre, et je ne savais pas comment t'aider. » Elle lui prit la main, sans colère. « Tu n'avais pas tort, Ethan. Tes mots m'ont blessé, oui, mais ils m'ont réveillé. J'avais besoin d'un électrochoc. Et c'est toi qui me l'as donné. » Il baissa les yeux, ému. Elle ajouta, un sourire tendre aux lèvres. « Tu vois, parfois, l'amour prend des formes qu'on ne comprend pas tout de suite. Les tiennes m'ont ramené à la lumière. » Ethan la serra dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, ils pleurèrent ensemble, pas de tristesse, mais de gratitude. Les semaines passèrent,
et Margies Bakery devint plus qu'un simple commerce. C'était un lieu de partage, un refuge pour les âmes fatiguées. Les gens venaient pour le pain, mais restaient pour la chaleur humaine que Margaret dégageait. On disait souvent d'elle. Quand Margaret te parle, tu repars plus léger, même sans gâteau. Mrs. Jenkins tricotait toujours dans le coin, offrant un sourire à chaque client. Parfois, elle disait en riant. Je t'avais bien dit, ma chère, que le monde attendait que tu reviennes vers lui. Et Margaret lui répondait. Oui, et grâce à toi, je l'ai cru. Un soir, alors qu'elle fermait la boutique, elle leva les yeux vers le ciel où les premières étoiles apparaissaient. Elle pensa à David. À sa main qui serrait la sienne pendant qu'ils pétrissaient ensemble la pâte, à son rire, à son odeur de café et de farine. Elle murmura doucement. Tu vois, mon amour ? J'ai recommencé à vivre. Pour toi. Pour nous. Le vent souffla doucement, comme une réponse. Le soleil d'automne filtrait à travers les rideaux, projetant sur le mur des reflets dorés. C'était un matin ordinaire, en apparence. Mais pour Martha, ce jour-là allait marquer un tournant irréversible dans sa vie. Elle s'était levée plus tôt que d'habitude, sans alarme, sans contrainte. Dans le silence de la maison, elle avait ressenti une étrange sérénité. Son cœur, autrefois engourdi, battait avec une énergie nouvelle. Elle enfila une vieille robe bleue, celle qu'elle portait avant sa dépression, avant que tout s'effondre. Elle se regarda dans le miroir, et pour la première fois depuis des années, elle se reconnut. Tu as encore du feu, Martha. Il dort, mais il brûle toujours. Elle décida d'agir. Pas pour prouver quoi que ce soit à Liam, ni pour se racheter. Non. Elle voulait vivre. Elle marcha jusqu'à la petite école communautaire du quartier, là où on cherchait des bénévoles pour enseigner la lecture aux enfants défavorisés. L'idée lui était venue en feuilletant un vieux journal la veille. Elle n'avait pas dormi de la nuit, le cœur vibrant d'une excitation qu'elle croyait disparue depuis longtemps. Quand elle entra dans la salle de classe, les regards curieux des enfants la firent sourire timidement. « Bonjour, je m'appelle Martha. Et aujourd'hui, on va découvrir des histoires. » Les enfants éclatèrent de rire, l'accueillant avec une joie désarmante. Dans leurs yeux brillait quelque chose qu'elle n'avait plus vu depuis longtemps, la reconnaissance, la confiance. Et à cet instant précis, Martha sut qu'elle avait retrouvé son souffle. Les jours suivants, elle se sentit renaître. Chaque matin, elle préparait ses cahiers, ses livres, son thermos de café. Elle riait à nouveau, parlait aux gens dans la rue, reprenait contact avec la vie. Son corps, alourdi par des mois d'inertie, retrouva de la légèreté. Mais le plus bouleversant arriva un dimanche après-midi. Liam entra dans la maison sans prévenir. Il trouva sa mère penchée sur une table, entourée d'enfants du voisinage venus apprendre à lire. Les rires fusaient, les crayons dansaient sur le papier. Il resta figé un instant, ému malgré lui. Quand elle le vit, Martha s'approcha, essuyant ses mains sur son tablier. « Liam, tu es venu ? » ?»« Oui. »« Je passais juste, dit-il maladroitement. »« Regarde, ce sont mes petits élèves. On apprend les fables d'Ésope aujourd'hui. » Le jeune homme observa sa mère, rayonnante, vivante. Rien dans cette femme ne rappelait celle qu'il avait traitée d'inutile. Son cœur se serra. « Maman, je crois que je t'ai fait du mal. »« Oui, » répondit-elle doucement. « Mais c'est ce mal qui m'a réveillée. »« Alors, merci. » Ils se prirent dans les bras, longtemps, sans un mot. Le silence disait tout, les regrets, le pardon, et surtout, la renaissance. Les mois passèrent. Martha devint une figure locale, inspirant d'autres femmes à sortir de leur torpeur. Elle donna des conférences sur la résilience, parla à la radio, et lança même un petit club de lecture pour adultes. Son fils, bouleversé par son évolution, devint son plus fervent admirateur. Un jour, il lui dit avec un sourire. « Tu ne fais plus que manger et dormir, maman. Maintenant, tu nourris des âmes et tu réveilles des vies. » Martha éclata de rire. Elle savait désormais que la douleur n'avait pas été une fin, mais un commencement. Et dans son cœur, une certitude brûlait, il n'est jamais trop tard pour se relever. Dernière page du journal de Martha,
il fut un temps où mes journées se ressemblaient toutes. Le matin avait le goût de la fatigue, le soir celui du vide. Je croyais que ma vie s'était arrêtée sans prévenir, comme une horloge cassée point, mais un jour, j'ai compris que j'étais encore en vie. Que sous les décombres de mes silences, une flamme attendait qu'on souffle dessus. Liam avait raison, autrefois. Je ne faisais que manger et dormir. Pas par paresse, mais parce que j'avais perdu le sens. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un cœur brisé se répare lentement, dans l'ombre, loin des regards. Il faut du courage pour se remettre à respirer, pour se lever alors qu'on ne croit plus en soi. Aujourd'hui, je me lève chaque matin avec un but. Je tends la main à ces enfants qui apprennent à lire, et je vois dans leurs yeux la même lumière que celle que j'ai retrouvée en moi. Le bonheur, je l'ai appris, ne fait pas de bruit. Il s'installe doucement, dans un rire, dans un mot d'enfant, dans une tasse de café chaude au lever du jour. Je ne suis plus la femme qui se laissait aller. Je suis celle qui s'est relevée. Si un jour je venais à retomber, je saurais désormais que la lumière reviendra toujours, pour peu qu'on la laisse entrer. Martha Williams.